Madame, Monsieur, bonjour. Je vous souhaite la cordiale bienvenue en ce samedi matin au Lausanne Palace. Merci infiniment pour votre patience. Alors, faut-il le rappeler, si vous êtes là si nombreux ce matin, si nous aurions pu être beaucoup plus nombreux, puisque ça fait déjà 15 jours qu'on a fermé les inscriptions à 230 personnes, c'est énorme, et puis que chaque jour des demandes nous seront parvenues et qu'on aurait pu facilement être au moins 300, c'est que Sarah Jolien-Fardel est la nouvelle star de la littérature romande et que son livre, son premier roman publié, sa préférée, est le choc de cette rentrée littéraire. Le choc, autant parisien, français que suisse roman. Nous sommes évidemment extrêmement fiers par procuration. Alors un petit rappel pour mettre au défi sa modestie naturelle. Elle a été la lauréate du très important et très influent prix du roman FNAC 2022. Elle a fait partie des 10 romans préférés de la rentrée des libraires indépendants de France. C'est un réseau très important aussi. Côté prix Goncourt, elle a été en lice pour le prix Goncourt 2022. Elle est encore en lice pour le Goncourt des lycéens, elle nous en parlera. Elle a remporté le Goncourt suisse, qui est, il y a quelques jours, qui est donné par des étudiants en français d'universités suisse élaminique et suisse romande. Et puis, évidemment, elle est en lice, entre autres aussi, pour notre prix des lecteurs de la ville de Lausanne 2023. Alors, depuis 3 mois, Sarah Jolien-Fardel est invitée partout, elle est sollicitée tout le temps, elle passe sa vie dans le train, elle sillonne la France, Nice, Mulhouse, Bordeaux, Lyon, enfin, c'est incroyable. Et puis, les journalistes littéraires parisiens les plus convoités, dont les écrivains se battent pour être repérés par eux, Jérôme Garcin, Laure Adler ont chanté les louanges de son livre. Et puis moi, ce matin, j'ai aussi vu un petit miracle se passer sous mes yeux. Je me suis dit, mais je vais évidemment récupérer après 3 mois une Sarah épuisée, cernée, grinche. Et mais non, mais alors quel miracle, pétillante, souriante, énergique. Je veux dire, je pense que Sarah a quelque chose de surhumain. Sans doute l'ADN valaisanne, là encore, ça c'est un secret à percer ce matin. Pour notre immense plaisir ce matin, merci d'accueillir Sarah Jolien-Fardel. Voilà. Bonjour. Mais Sarah Jolien-Fardel, Sarah, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Cet automne de folie depuis la sortie de sa préférée au mois d'août, mais quelle vie incroyable vous menez, félicitations, vraiment, on est là, vous nous tombez du ciel, comment ça va ? Mais ça va super bien. Je sais pas, ce serait honteux de dire autre chose. C'était bien plus difficile d'être seule avec ce texte que de parcourir. Effectivement, je crois que j'ai dormi 10 jours chez moi depuis le 28 août, donc c'est un peu, voilà. Je crois même que d'ailleurs, pour avoir une chance de vous voir, votre mari et votre chienne sont obligés de vous suivre. Effectivement. Donc merci à eux et à Coccinelle, elle s'appelle, c'est ça votre chienne ? Nina, comme Nina Simone. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Patiente, elle a appris à avoir une maîtresse écrivaine. Non seulement qu'il ne faut pas déranger quand elle écrit, mais maintenant qu'il ne faut pas déranger quand elle rencontre ses lecteurs. Oui, comme elle est calme. Enfin, elle a passé beaucoup de temps, d'ailleurs, dans la réécriture, où je me suis enfermée 2 fois 4 jours, où elle a passé tout son temps avec moi. Mais bon, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on ressent c'est une vie nouvelle qui s'est ouverte à vous depuis la fin du mois d'août. Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe de l'autre côté du miroir ? Parce que vous êtes une lectrice passionnée, vous avez tenu un blog littéraire, vous êtes journaliste littéraire, vous rencontrez des auteurs depuis des années, vous faites des critiques littéraires, et soudain, quelque chose qui était une activité secrète jusque-là, l'écriture que vous pratiquiez, mais ne montriez pas ou ne publiez pas, soudain, vous êtes là, voilà, ce matin, et c'est comme ça maintenant depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on ressent quand on passe ainsi de l'autre côté de la barrière ?
Bon, ce qui a changé, c'est pas l'écriture, puisque moi, ça a toujours été, ça fait partie de ma vie, mais vous avez raison, c'était complètement secret. Dans le premier chapitre, cette histoire du tigre, c'était mon premier livre public amené à l'école, parce que même si ce n'est pas autobiographique, il y a beaucoup de choses de moi et réelles. Et ce qui change, c'est... Enfin, moi, j'ai les pieds sur terre, je suis valaisanne. Ce qui Je sens change, qu'il y a c'est beaucoup que... de choses qui vont être valaisants. Ouais, à fond. Mais là, je rentre du Pays Basque, alors je peux vous dire, c'est encore pire que les Valaisans. Et non, ce qui Ah oui, change, en quoi? non, c'est vraiment, eux, c'est les, je pense que c'est les Corses et les Valaisans, c'est mélangé, c'est les Basques. Ah non, c'est vraiment un truc, voilà, c'est bon. L'accueil généreux, c'était extraordinaire. Non, ce qui a changé, c'est que ben, j'ai une femme de ménage désormais depuis le 23 août. Et non, ce qui change, c'est que, bon, déjà, j'ai la chance, faut pas l'oublier, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, être dans une très grande maison, c'est pas extraordinaire pour un auteur, parce on est suivi d'une autre manière. Si vous êtes chez Gallimard, où ils en sortent 18 par mois, et que si vous êtes dans le Poli, c'est génial, mais si vous êtes quelqu'un qui n'est pas connu, reconnu, qui n'a pas le même nombre de ventes, en fait, vous n'existez pas vraiment. Alors que chez Sabine Vespizer, qui est une grande éditrice, elle en publie que 10 par an. Donc, de fait, elle publie qu'un manuscrit sur 3000. Bon, voilà, donc c'est une chance d'avoir été repérée par elle. Elle accompagne les auteurs et en plus, j'ai un petit appartement à Paris qu'elle met à disposition. Donc moi, chaque fois que je me réveille à Paris, que je suis fatiguée, je me dis, voilà, il y a un an, j'étais seule avec ce texte, j'ai brûlé tous les autres, dont un qui était terminé, un autre qui s'appelait Les Figuiers. Et voilà, c'est extraordinaire. Ce qui change, c'est effectivement cette reconnaissance publique. Et ça veut dire que tous vos samedis précédents, ça fait 3 mois que le samedi, vous êtes comme ça, face à des lecteurs ou dans des librairies? Bah déjà, je pense que c'est le premier samedi que je suis en Suisse. Ouais. Et puis, je n'ai plus un samedi jusqu'à, je sais plus, avril. Ouais. Voilà. Voilà, quoi. Voilà. Ouais. Mais j'ai demandé que ça s'arrête parce que voilà, à un moment donné. Comment est-ce qu'on tient? Qu'est-ce que les stratégies? Je sais pas. Qu'est-ce que vous arrivez à dormir dans le train? Vous avez trouvé une boisson énergisante miraculeuse? Alors, j'ai effectivement j'ai fait tout un bilan avec une naturopathe qui m'a prescrit enfin voilà, j'ai plein de trucs parce que j'ai attrapé depuis le mois d'août, j'ai eu une fois le Covid, 2 fois le Covid. Depuis le mois d'août? Depuis le mois d'août, ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de rencontres. J'ai eu donc 2 fois le Covid, plus une fois autre chose. Et chaque fois que je rentrais, je tombais malade. Mais maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai géré le Aimé Lire en septembre et octobre en faisant la tournée du Goncourt. Et là, j'ai... Émilie étant le magazine des librairies Payot Voilà. dont vous vous occupez, dont vous êtes Voilà. responsable. Ce qui fait que tous les voyages en train et tous les moments de libre, je devais relire, corriger sans avoir la tête à ça. Et là, j'ai demandé d'être suspendue quelque temps, ce qui fait que là, depuis que j'ai plus cette charge, je vais, enfin voilà, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et le lien avec les lecteurs que vous découvrez avec ce livre est de manière incroyable, évidemment beaucoup plus importante que n'importe quel auteur pour son premier roman, où d'habitude il attend patiemment que les lecteurs veuillent bien s'intéresser à son livre. Là, un premier roman et les lecteurs sont là, au rendez-vous. Il y en a plusieurs, il y en a eu 90 cette année, premier roman en France, mais sur les 90, il y en a quand même plusieurs qui ont été repérés. On est 6 ou 7 à avoir concouru à plusieurs prix littéraires. Mais qu'est-ce que ce rapport avec les lecteurs vous donne, vous crée, que provoquent les rencontres avec les lecteurs? Quel type de réaction est-ce que vous avez et comment est-ce qu'on vit ça? Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça a commencé à Morges, où là, c'était vraiment au festival au livre Oui, sur le livre sur les quais. où c'était la première fois que j'étais en contact avec des lecteurs qui n'étaient ni journalistes, ni libraires, ni ma famille ou mes amis. Et donc, au bout de 5 minutes, quelqu'un est venu, un monsieur très chic, et qui m'a dit: j'ai lu votre livre, et je pensais qu'il allait me faire une remarque plutôt désagréable. Et là, ben, je lève les yeux et il était en train de pleurer. Et il était avec sa femme et il me dit, voilà, j'ai lu un papier dans le temps, j'ai acheté votre livre et j'ai pu, après 52 ans de mariage, raconter ce qui m'était arrivé enfant
Et il ne l'avait jamais raconté à personne. Et ce week-end-là, on n'a eu que des hommes. Enfin, on a eu on a eu des femmes et des hommes, mais des hommes de plus de 70 ans qui... enfin, il y en a eu 5. Et donc, moi, j'ai passé mon samedi à pleurer. Et depuis, puis voilà, il y a d'autres lectures, par exemple, plein de choses que je n'ai pas vues, que j'ai pas été consciente d'écrire. Et puis, surtout, je découvre quelque chose de... Pourtant, je ne suis pas naïve. Je suis bénévole depuis 2019 dans un foyer pour femmes battues, donc je peux vous dire que la réalité dépasse largement la fiction. Mais j'ai écrit ce livre en 2017, toute seule dans mon coin, voilà. Et puis, j'ai eu un nom, parce qu'il faut un nom sur une enveloppe pour être publié à Paris. Et on m'a convoquée. C'était dans une, justement, très grande maison, avec un comité de lecture. On m'a convoquée, on m'a préparé mon contrat. Et l'éditeur qui était dans cette maison est parti. Donc, mon contrat a été jeté à la poubelle. Et ce qui est très courant, maintenant, je le sais. Mais j'avais perdu 1 an. Parce que le temps de passer, j'avais pas envoyé ailleurs. Donc voilà, bref. Ensuite, j'avais parlé, donc je l'ai laissé de côté et voilà, c'était très difficile. Je l'ai beaucoup, beaucoup retravaillé toute seule. Et puis ensuite, il y a eu le confinement et là, je parlais de nature. Donc je me suis dit, en fait, ce bouquin, il était à la mode à un moment donné. J'ai pressenti quelque chose. J'avais même pas vu MeToo. Je l'ai écrit avant MeToo. Et voilà, donc voilà, j'ai laissé passer mon tour. Donc en janvier, j'ai décidé de commencer un deuxième que j'ai en tête depuis longtemps. Et bon, après, je peux vous raconter comment ça s'est passé avec Sabine, mais surtout, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, de la violence, il y en a partout, de différentes formes, et que le sujet touche un nombre de personnes incroyable, quoi. Mais du coup, dans les rencontres avec effectivement, les lecteurs qui vous confient, qui témoignent à leur tour de choses, oui. Vous êtes beaucoup plus qu'une simple écrivaine à leurs yeux. Vous commencez à recueillir presque des confessions. Comment est-ce qu'on gère ce qu'on nous donne comme témoignage, comme émotion? D'un coup, vous êtes là, on vous demande presque d'être psy, d'être beaucoup plus que simplement l'écrivaine qui a écrit un livre qui a plu. Alors, je ne suis pas écrivaine, je tiens à le préciser. On pourra peut-être éventuellement alors, ce matin, pour nous, évidemment. Non, écrivaine, c'est vraiment avoir écrit une œuvre. Donc, peut-être qu'au bout de 3-4 livres, je serai écrivaine. Là, je suis auteur comme auteur de cuisine ou auteur de livres de yoga. Mais voilà, je me considère absolument pas comme écrivaine et je reprends chaque fois que les journalistes le disent. En fait, moi, j'ai l'habitude qu'on me raconte des choses et j'ai un peu, enfin, quand même de l'empathie, notamment dans mon travail tous les mercredis, que j'ai mis en parenthèse en janvier, le mercredi après-midi au foyer. Et puis, il me semblait que je gérais. Mais en fait, effectivement, c'est tellement d'émotions qui s'ajoutent. Et ben, il faut, à chaque fois... alors, j'ai une petite fable à laquelle je me raccroche. Parce qu'assez vite, on a senti que quelque chose se passait, puisque le livre a été acheté en Allemagne alors qu'il n'était pas corrigé, qu'il a été racheté par les éditions de poche. On a rendez-vous avec un réalisateur. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant même que le livre soit imprimé. Et puis, mais sans savoir si ça allait marcher, évidemment. Et puis, donc, je pense à une fable d'un mendiant qui se lève un matin avec un monceau, vraiment un tas de pièces d'or, et qui, du coup, va pouvoir manger, être abrité, enfin, voilà, s'acheter 2 châteaux s'il a envie. Et il commence à compter ses pièces, et il y en a 99. Et au lieu de se réjouir des 99, vu qu'il en avait 0, il commence à se dire, c'est bizarre, il en manque une. Et du coup, il cherche, et je pense qu'on est tous beaucoup comme ça. Donc moi, dès que voilà, je commence à perdre un peu pied parce que je suis fatiguée ou j'en sais rien, je me dis, j'ai les 99 pièces, quoi. Je vais pas chercher la pièce. Ouais, et chaque jour un peu plus, puisqu'il y a chaque jour un peu plus de lecteurs, le livre circule. Rappelez-nous d'où vient Jeanne. Donc Jeanne est l'héroïne de sa préférée. Je sais que dans le public, l'immense majorité a eu l'occasion de faire la connaissance de Jeanne et de lire sa préférée. Mais Jeanne est donc cette petite fille qui grandit en Valais, auprès de son père, sa mère et sa sœur, mais d'un père violent, et qu'on va suivre durant les années d'après, jusqu'à ce qu'elle soit jeune femme, et qu'on découvre ce qu'elle arrive à faire ou pas de cette expérience de violence vécue durant l'enfance traumatisante. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa colère? Comment est-ce qu'on arrive ou pas à aimer par la suite? D'où est venue cette
héroïne, Jeanne. Comment l'avez-vous rencontrée avant de commencer à écrire son histoire? Alors bon, je connais assez bien la violence de mon entourage familial proche ou, disons, d'un village déjà dans les années 70 en Valais. Être une femme ou être un enfant, c'était quand même avoir assez peu droit à la parole. Alors moi, mon père n'était pas du tout comme ça, mais disons qu'il y avait vraiment Enfin voilà, j'ai assisté à beaucoup de scènes, j'ai eu peur, notamment un voisin de mes grands-parents qui battait tellement son fils, c'était vraiment affreux. Et on pense que ça passe en fait en vieillissant, et non, ça reste, et ça reste même, c'est encore plus fort. Et j'ai toujours voulu écrire sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et puis ensuite, Jeanne, comment est née Jeanne? J'ai écrit beaucoup d'histoires, souvent avec ce même thème, des obsessions, mais comme tous les auteurs, la mort, le suicide, enfin pas que tous les auteurs ont ce type d'obsession, mais mes propres obsessions. Et puis un jour, que je me baladais, je me suis dit qu'est-ce qui serait quelle serait la pire chose qui puisse t'arriver si tu mourais. Et pour moi, c'était de ne pas être publiée, puisque écrire, je le faisais depuis longtemps. Et en fait, c'est né la première page, parce que pour moi, c'est très important. La première page, c'est comme quand on écrit un article, et ça, vous le savez, si on ne trouve pas le début, enfin voilà, c'est compliqué. Et d'une fois que ça a été lancé, cette première page est vraiment née, je peux pas dire 20 minutes, mais ouais, peut-être 10 ou 15 minutes, c'était écrit, ça n'a jamais été corrigé d'ailleurs. Donc la première page que nous lisons est la première page qui a été écrite. Oui. Plus tard, j'ai voulu mettre autre chose devant, mais je l'ai enlevé, etc. Et d'une fois que ça a été lancé, c'est vraiment... enfin, je souhaite à tout le monde de vivre ça, et j'ai un rêve de revivre ça. Écrire, c'est une chose, mais écrire dans un élan comme ça, où le personnage prend possession de vous, où c'est une vie à part, c'était... honnêtement, alors que j'ai 2 enfants et tout ce que vous voulez, ben pour moi, c'était les plus beaux moments de ma vie, ont été ces mois où j'ai écrit ce livre. Et cette histoire, vous êtes venu d'un jet, de manière fluide, elle vous a entièrement habité. Alors, comme j'avais fait beaucoup de tentatives et j'avais écrit cette autre histoire qui était une amitié entre une femme qui ressemblait beaucoup à ma grand-mère, enfin décidément ma grand-mère est pour beaucoup dans cette histoire, et une amitié avec une femme portugaise. Bref, je sais qu'il faut avoir un certain rythme, ce que j'ai eu de la peine à avoir en ayant 2 enfants, un travail, un mari, une vie, quoi. Et là, je me suis imposée en 2017 de me lever tous les matins à 5 heures, vers 5 heures, 5 heures et quart, et je travaillais à 6 heures moins quart, je commençais à écrire jusque vers 9 heures. Après, il y a eu des jours où je dépassais largement le temps, j'ai refusé plusieurs mandats parce que j'étais vraiment dans un flux comme ça. C'est ce qui donne ce rythme très rapide. J'étais tout le temps, c'est ça, c'est qu'il faut avoir de l'énergie pour tous les jours s'y remettre, et c'était, enfin voilà, c'est en tout cas de cette manière-là que j'ai écrit ce livre-là. Mais il faut se donner, j'arrivais pas à placer ça à d'autres moments que le matin quand on se réveille, quoi. Oui, donc vous êtes matinale. Oui, plus ou moins, plus ou moins. Le livre est d'ailleurs dédié à votre grand-mère Sylvie. Oui. Donc c'est votre grand-mère paternelle, maternelle. Pourquoi c'est ce livre-là qui lui est dédié? Est-ce que c'est parce que c'est le premier? Est-ce à cause de la thématique ou de Jeanne? C'est parce que c'est le premier. Si ça avait été un autre, ça aurait été... ma grand-mère était vraiment une personne qui a beaucoup compté pour moi et qui compte beaucoup, et qui a fait que elle m'a donné beaucoup confiance en moi. Et j'avais une relation vraiment très intime et proche avec elle. Et elle est née en 1922, donc elle n'avait pas droit à la parole. Le droit de vote est né en 71 en Suisse. Donc les femmes, voilà, enfin, elles votaient quand elles ont pu voter, c'était ce que le mari disait. Et elle rêvait d'être journaliste, voilà. Et moi, comme j'écrivais déjà beaucoup, et surtout j'inventais beaucoup d'histoires, elle me disait toujours, tu vas écrire un livre. Donc voilà, enfin c'est... Et aussi, ce qu'il y a, c'est que je devenais ridicule avec mon histoire de livre que je disais plus qu'à la famille.
ça devenait un peu pathétique à 50 ans de parler de cette histoire. Et puis, non, les rêves existent, il faut juste y croire vraiment beaucoup et travailler un tout petit peu pour le réaliser quand Et même. décider un jour, celui-là, je vais le finir Oui. et faire tout pour que ça arrive. Oui, parce que c'est difficile de tenir sur la longueur. C'est ça qui est difficile dans un livre. Alors moi, j'ai eu l'habitude de faire des papiers assez longs. Il y en a de moins en moins, mais de 20 ou 25 000 signes. C'est une chose, mais là, un roman, celui-là est petit, mais enfin, je sais pas, c'est 250 000 signes quand même, avec presque la moitié qui a été coupée par mois. Donc c'est... Enfin voilà, il faut que ça tienne. Est-ce que votre grand-mère vous a vu écrire? Non, 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 pas du tout. Non, elle est décédée en 2007. Non, pas du tout. Alors le journalisme, elle vous a vu écrire dans des journaux? Non, Même pas du tout. Non, non, ma grand-mère, elle a... Ouais, non, si, elle a vu, si, vous avez raison. Elle a vu certaines choses quand je faisais des piges, vous avez raison. Ouais. Elle serait fière et très heureuse pour vous aujourd'hui? Mais bon, vous savez, moi, c'est vraiment... Il y a plein de choses inconscientes qu'on écrit. Par exemple, quand Jeanne nage et qu'elle dit « si maman voyait », en fait, ma grand-mère n'a jamais vu la mer. Et toute ma vie, chaque fois que je vais à la mer, je pense à ma grand-mère. Et ma grand-mère, j'ai une photo d'elle alors qu'on n'a pas de photo d'autres personnes à la maison. Jamais j'enlèverai cette photo. Donc, elle est vraiment... Moi, je lui parle tous les jours. Donc, effectivement, voilà. Bon. Oui. Donc il y a un peu votre grand-mère là-dedans. Oui, oui, il y a beaucoup de vous dans Jeanne, même si effectivement ce n'est pas un récit, ce n'est pas un roman autobiographique. Vous n'avez pas connu cette violence venant de votre père n'est pas du tout le père de Jeanne. Mais qu'est-ce qu'il y a des sentiments de Jeanne est une femme passionnée, elle est en colère, elle a une force vitale incroyable. Elle essaye, elle cherche voilà, elle prend le contre-pied de ce qui lui est arrivé. Est-ce que toute cette énergie vitale qu'on sent en Jeanne et qui fait que le roman ne tombe jamais n'est pas du tout un roman triste, malgré je dirais la thématique absolument difficile. C'est un roman qui a une force vitale dont on sort vraiment rempli d'une sorte d'énergie. Est-ce que c'est cette énergie-là que vous avez mis dans Jeanne, et c'est en ça peut-être qu'on vous retrouve dans Jeanne? Bon, on peut me retrouver aussi dans La pétasse de Charlotte. À 20 ans, je pense que je devais être à peu près aussi conne qu'elle, j'imagine. Ouais, bon, enfin, en tout cas, je pouvais avoir ce genre de prétention de lire ce qu'il fallait lire et tout ça, ce qui a vraiment... Le petit tailleur Chanel. Ouais, elle avait vraiment tous les codes. Non, un peu de chaque personnage. On peut tous être le docteur Fauchère, par exemple. Mais Jeanne, effectivement, ce qu'elle a et qui m'habite, moi, et avec laquelle j'ai beaucoup lutté, travaillé, fait plein de choses contre ma colère qui ne passent pas. Et j'étais en colère contre tout, notamment sur la condition des femmes. Voilà, enfin le fait qu'en Valais, moi je me souviens, je me suis fâchée qu'une seule fois de ma vie avec ma grand-mère, qu'une seule, hein, vraiment. Et pourtant j'ai du tempérament, mais jamais je me suis engueulée avec elle. Et c'est parce qu'elle, pour aller voter, elle copiait ce que le Nouvelliste disait, quoi. C'était un truc, je pouvais absolument pas comprendre ça, quoi. Et donc j'ai toujours été très très révoltée. Il y a plein de choses, par exemple l'histoire du lac. Moi j'adore le lac et je suis une nageuse, etc. Ok, mais quelque chose qui m'a toujours aussi énervée. Mes parents sont donc de la fin des années 40. Mon père sait nager et la majorité des hommes valaisans, alors qu'effectivement on n'avait pas de lac, enfin un petit bout, le Bouvray, mais on peut pas considérer ça comme le Valais. Pardon, je plaisante. Les hommes apprenaient à nager, mais pas les femmes. Moi, toutes ces choses-là, ça m'a toujours révoltée. Alors après, en France, où les gens sont très militants, à chaque fois, on me dit c'est un livre militant. Mais moi, voilà, on n'a pas cet esprit-là. Militant féministe, militant... Oui, mais enfin, moi, je trouve que les Suisses, on n'a pas trop cet esprit militant, mais probablement que je le suis... un peu, mais voilà, donc cette colère-là, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait des choses complètement injustes et surtout je les supporte pas et je ne m'enrobe pas, comme vient de m'écrire une autrice du Goncourt, de mondanité, donc évidemment ça passe ou ça casse, mais voilà, ça je vais pas changer. Ouais, donc c'est un livre porté par la colère oui. Contre toute la souffrance et l'injustice liée à ce qui arrive à Jeanne et aux personnes autour d'elle. Ouais. Oui. Est-ce que c'est... Justement, vous parliez de MeToo. Effectivement, est-ce que ce livre se passe dans un temps, mais très légèrement plus ancien que le nôtre ?
Est-ce que Jeanne, aujourd'hui, pourrait encore, dans le fond, être Jeanne? Est-ce que la parole s'est pas libérée? Est-ce que c'est un livre du passé ou pas du tout? Pas du tout. C'est ce qu'on pense. On pense que C'est ça ce qu'on s'est espère. libéré, et bien sûr, et c'est ce qu'on espère, bien sûr. C'est pour ça que moi je pensais que c'était un livre qui était dépassé, qui n'était plus du tout à la mode, qu'il fallait en faire un autre. Et je découvre, mais vraiment, je ne veux même pas vous raconter le nombre de témoignages et le nombre de fois où je finis en larmes dans les bras de lecteurs, ou le contraire plutôt, de gens, d'hommes jeunes. Après, il y a un autre sujet, c'est par exemple un sujet encore plus tabou à mon avis, c'est les hommes battus. Donc quand vous avez un homme qui fait la file et qui vient vous raconter qu'il est battu, mais que lui, c'est pas comment... Enfin, vous voyez, c'est un sujet, hélas, je comprends pas que ce soit pas encore terminé, quoi. Je comprends pas que ce soit un sujet, et voilà. Donc maintenant, je découvre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup à cette rentrée de livres sur la violence masculine. Oui. Il y a le Léman, il y a le Valais, justement. C'est les deux lieux qui comptent aussi énormément dans votre vie, hein, Oui. les paysages lémaniques ou les paysages du Valais. En quoi est-ce qu'ils sont complémentaires pour vous? Qu'est-ce qui vous lie au Valais? Qu'est-ce qui vous lie au Léman? Alors déjà, moi, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas besoin de faire un road trip aux États-Unis pour que ce soit romanesque, et que parler de chez nous était quelque chose de très important. Alors évidemment, sans comparaison aucune avec Ramu, bon, le pauvre était vaudois, mais il a quand même écrit de belles choses sur le Valais. Il avait le lac. Oui, il avait le lac, il a parlé d'Herborance quand même. J'ai toujours trouvé que, peu importe, en fait, de là où on vient, c'est très important et ça nous constitue. Et cet esprit très clanique, voire, disons-le, fermé des Valaisans, c'est simple. Il faut aller à 2000 mètres pour avoir la vue dégagée quand même, plus ou moins. Et puis le lac, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est complètement idiot, mais pour les gens qui nagent, on sait bien qu'on se lave, enfin qu'on laisse partir des choses. Donc c'était comme une forme de renaissance. Et moi, quand je suis venue vivre à Lausanne, c'était vraiment... c'était exotique. C'était parce que c'était, je veux dire, c'est pas comme aujourd'hui où des jeunes, j'espère que ce sera de moins en moins le cas, prennent l'avion pour aller, je sais pas, faire du shopping à Barcelone. Ben, nous, aller à Lausanne, c'était incroyable. Alors qu'aujourd'hui, on travaille, on fait les déplacements et c'est tout simple. Mais Ouais. voilà. Qu'est-ce que vous avez de valaisanne? Alors, peut-on d'ailleurs être valaisan sans être chauvin? Ça, je crois pas, non. Non, mais après, je trouve que c'est bien. Alors maintenant, justement, j'ai eu ce genre de discussion au Pays Basque où là, maintenant, ça devient trop, mais c'est toujours pareil quand il y a des changements, l'équilibre est difficile à trouver, ou carrément maintenant il y a des écoles, mais pas maternelles, la maternelle à la fin jusqu'à la fac, où ils ne parlent que basque. Donc c'est comme si nous on parlait que patois. Donc ça va juste un tout petit peu trop loin. Je trouve que c'est génial de garder ces choses. Et puis maintenant c'est peut-être on est dans un moment d'entre-deux, mais j'ai perdu la règle. Oui. Certains lecteurs en Valais m'ont dit: ah, mais encore un livre qui donne une image négative du Valais. Alors, drôle de Pas lecteur. vous, mais le livre, parce que c'est un livre qui raconte une histoire extrêmement sombre dans un village qui se passe de manière identifiée au Valais, Oui. dont il est dit qu'il se passe en Valais. Et donc, mais voilà, ces histoires de violence familiale, forcément, il faut que ce soit dans un petit village du Valais, encore une image qu'on va coller au Valais. Bon, voilà. Vous ne l'a pas dit. Alors non, au contraire, moi j'avais un tout petit peu peur de ça, mais j'ai écrit aussi quand même des pages, presque une ode au Valais. Et puis surtout, j'ai d'abord été, quand le livre a dû commencer à être distribué aux libraires, c'est d'abord les libraires français. Moi, je veux dire, le 19 juillet, on avait 35 signatures en France. Pas signatures, 35 rencontres, parce qu'on ne fait pas les signatures sèches. Et je veux dire, ça a été un soutien immédiat, alors que c'est pas le Valais. Et quand vous allez dans des petits villages français, en fait, tout le monde se reconnaît. Oui, donc ça peut se passer évidemment n'importe où. Ben oui, heureusement que c'est pas. Alors, non, enfin, vraiment, je ne crois pas que c'est typique au Valais. L'année passée ou l'année d'avant, quand même, la fille d'un ministre a quand même eu son frère qui a été violé pendant des années par un grand monsieur de Sciences Po. Donc, faut pas croire que c'est réservé au Valais, quoi. C'est un petit peu étriqué. C'est typiquement valaisan, ça.
On dit beaucoup que c'est un livre sur la résilience, mais vous le dites, Jeanne, elle n'y arrive pas. Elle a cette colère qu'elle n'arrive pas à surmonter. Dans le fond, vous ne croyez pas à la résilience? Vous ne croyez pas qu'on peut s'en sortir dans la vie? Alors moi, j'y crois beaucoup et en fait, un des sujets pour moi très importants de ce livre, on relève toujours les violences intrafamiliales, effectivement, hein, je veux dire, je ne peux pas le nier, mais autre chose qui me touche beaucoup, qui n'est pas du tout mon tempérament, vous l'aurez un petit peu compris, c'est de baisser les bras. Et en fait, elle ne baisse pas les bras, mais j'ai côtoyé quelqu'un de proche de moi qui n'arrive pas. C'est-à-dire que tous les jours, il se dit « je vais y arriver » et tous les soirs, il a échoué. Donc, c'est quelque chose de très, très douloureux. Je l'ai découvert après l'écriture de ce livre au foyer de femmes battues où, évidemment, on n'a pas le droit de dire « allez, secoue-toi », mais la plupart retournent à la maison alors que certaines vivent des sévices bien plus terribles que ce qui est marqué dans ce livre et ce qui est écrit dans ce livre. Et donc, pour moi, l'empêchement, c'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Et donc le renoncement, c'est-à-dire arrêter de se battre. Je ne sais pas si elle a été... Oui, enfin, on peut dire que c'est une forme de renoncement, mais en tout cas, elle a essayé. Et vraiment, pour moi, ça m'a fait du bien parce qu'elle existe pour moi, probablement, enfin, comme tout le monde quand on lit un livre. Mais là, elle est vraiment... je ne l'ai pas jugée, alors que j'ai plutôt la posture de Marine au moment où ce geste du père, moi, je ne l'ai pas décidé. Il faut quand même... on croit que c'est une posture de gens qui écrivent en disant « oui, le personnage s'emparait de moi ». Mais c'est un peu vrai. Par exemple, cette scène avec le père où elle commet un geste que moi, personnellement, je trouve horrible. Tout la pousse et tout le monde la pousse à pardonner, à accorder son pardon, oui. Mais elle ne le fait pas. Et effectivement. Alors, ne pas accorder le pardon, surtout que le pardon, c'est un long chemin. Là, je le comprends. Et puis, en fait, je l'ai écrit avant que ça arrive à ma tête, que je réalise ce qu'elle a fait comme geste. J'étais vraiment, et ça, j'ai mis. Alors là, j'ai arrêté d'écrire pendant vraiment plusieurs jours. Et un de mes confrères et amis me téléphone et me dit « alors, t'en es où avec ton bouquin ?» Et je lui dis « ben voilà, le personnage a fait un truc que je tolère pas, c'est pas dans mes valeurs. » Et tout. Puis il me dit « ben enfin, t'as qu'à effacer, quoi. » Enfin, et je pouvais pas. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, en rencontrant les lecteurs, que c'était la chose qu'il fallait faire. Et c'était pas prévu qu'elle aime Paul, parce que je trouve toujours un peu cucu les histoires d'amour en littérature, ou alors ce n'est que une histoire d'amour, il faut que ce soit très bien écrit, parce que je pense que j'ai pas le talent pour ça. Et ben, pour finir, il s'aimait pour de vrai, quoi. Et ça, j'ai pas choisi. Ouais. Mais justement, le pardon. Aujourd'hui, on est dans une société, nous sommes héritiers de valeurs judéo-chrétiennes qui nous poussent à pardonner, où le chemin serait toujours une voie vers le pardon, une forme de pardon. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on peut peut-être continuer à vivre sans pardonner? Alors, si elle avait pardonné, peut-être que la fin aurait été différente, mais on est surtout dans une société où il faut être la meilleure version de soi-même. Alors moi, je ne sais déjà pas ce que c'est qu'être la version de moi-même. Donc la meilleure, je ne sais pas très bien ce que c'est, ce qui est hyper culpabilisant, notamment pour les gens qui ne parviennent pas. Donc il faut réussir, il faut faire ci. Les gamins, il n'y a qu'à voir, on les met au foot. Tout le monde, enfin les parents, on a l'impression que, je ne sais pas, moi, ils jouent... Enfin, je sais pas, c'est l'équipe, je sais pas, de France. Enfin, que c'est une grande équipe. On peut pas juste faire les choses pour le plaisir. Il faut y aller. Enfin, et tout ça, ben voilà, ça aussi, ça m'énerve énormément. Donc voilà, c'était vraiment parce que les gens qui n'arrivent pas, comme Jeanne, et qui essayent, c'est encore pire. C'est ajouter de la douleur à la douleur. Et ça, ben voilà, moi, ça m'émeut beaucoup. Ouais, donc le pardon, vous ne vous êtes pas senti vous-même tout au long de votre vie obligé, quand on vous a mis en colère, quand vous avez été victime d'injustice, à vous-même accorder ce pardon que votre héroïne Jeanne, elle, n'arrive pas à accorder. Mais moi, j'ai pas vécu ce qu'a vécu Jeanne. Je veux dire, on peut imaginer ce que c'est. Et là, je suis tellement contente, parce que fière, c'est pas un mot que j'utilise pour moi-même, mais tellement contente que des gens qui ont vécu ça viennent et me racontent que c'est exactement ce qu'ils vivaient. Alors certains se bouchaient les oreilles, d'autres pas, rien que le début, qu'ils ont l'impression que j'ai pu mettre des mots sur ce que vivaient, alors que je l'ai pas vécu. C'est simplement en observant, enfin, en faisant un mélange de plein de choses. Donc moi, je ne peux pas juger Jeanne de ne pas pardonner. Moi, le pardon, c'est aussi pour se faire du bien à soi-même. Mais voilà, je veux dire, c'était au-delà de ça pour elle.
Donc on pardonne ou pas, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on a vécu. Ouais. Justement, ce qu'on a vécu, Jeanne fait le constat que son enfance, le socle de son enfance n'était pas suffisamment fort, ne lui a pas donné ce qu'il fallait pour voilà, surmonter tout ça, pour vivre, pour aimer, pour continuer. Vous, votre enfance, qu'est-ce que ça a été votre enfance à vous? Elle vous a donné quelle force, quelle énergie, quelle valeur, voilà, comment décririez-vous votre propre enfance à vous, la gamine que vous étiez, 7, 8, 10 ans, en Valais? Ouais, justement. Assez joyeuse, plutôt, oui, plutôt joyeuse et insouciante, mais il y avait quand même justement des choses assez graves qui se passaient dans et autour de la famille. Donc, notamment, ma mère et ma grand-mère en parlant en patois, pour pas que je comprenne. Ben, à 5 ans, évidemment, je comprenais le patois parce que je voulais savoir. Donc moi, j'ai toujours voulu tout savoir. La vie des adultes m'intéressait beaucoup. Et mon frère, qui a que 18 mois de moins que moi, ben, comme tout le monde, on raconte les mêmes scènes et tout le monde n'a pas vécu la même chose. Et lui, enfin voilà. Donc moi, j'étais assez vive comme ça. Et comme Jeanne, mais comme beaucoup de Valaisans, surtout en habitant en montagne. Enfin, pas tous, hein, mais voilà, mon truc, c'était vraiment, il fallait que je parte, quoi, parce que c'était difficile. Il fallait aller à la messe. Non seulement il fallait aller à la messe, mais il fallait s'habiller d'une certaine manière. Je me souviens d'une grosse scène où j'avais un training Coca-Cola, c'était le rêve de ma vie, je l'ai eu à 12 ou 13 ans, je suis sûre que vous l'avez eu. Ça, je me souviens, j'avais enfin eu le training Coca-Cola et j'ai voulu le mettre le dimanche soir pour la messe et c'était hors de question que j'aille comme ça. Et j'y suis quand même allée, je suis restée au fond de la messe, au fond de l'église, parce que mon père a dit... Vous avez tenu bon? Ah oui, j'ai tenu tête, ouais. Ouais. Oui, pas à Pâques, parce que là, je raconte les habits du dimanche et tout ça. Ouais. Donc voilà, ça, c'est vraiment des choses qui aujourd'hui, d'ailleurs, je crois même qu'avec Stéphane Bonvin, on en avait fait un papier. C'est vraiment les habits du dimanche, c'est vraiment, voilà, c'était, je sais pas si c'était comme ça. Ouais. Donc le Valais que vous racontez, les paysages, les habitudes, c'est votre Valais? Oui. Et là, j'ai mis un personnage qui apparaît à la fin, qui est vraiment... qu'on voit très peu, qui est subtil, c'est Delphine, qui justement va lui permettre de se raccrocher ou de... Celle qui l'accueille effectivement dans la deuxième moitié du livre, qui l'accueille dans son petit chalet à Vercorin. Exactement. Et qui lui permet de fuir tout ce qui se passe de violent dans sa vie. Et puis de lier les choses douces de son enfance, des histoires de sa grand-mère, parce qu'effectivement, elle n'a pas bien raconté. En plus, à l'arrière du livre, enfin, à l'arrière, les personnages ont une vie. Donc, on comprend bien que le père, c'est particulier. Elle ne parle jamais des grands-parents. La sœur est intervenue d'une certaine manière. Donc, elle n'avait pas une enfance normale. Elle savait même pas ce que c'était que de manger la raclette. Enfin, on parle pas des raclonettes, on parle de la raclette. Oui. Elle savait même pas ce que c'était parce que c'est trop convivial et c'était dans une famille où il y avait que la peur. Qu'est-ce qui a fait que ce Valais, vous avez eu très vite envie de le quitter pour aller voir ailleurs? Je pense que vous n'avez pas habité à Ayen à 15 ans. Je veux dire, nous, on avait un quart qui descendait. Racontez-moi qu'on vous plaigne un peu. Ayen à 15 ans, c'est quoi? Pas de vélomoteur? Non, mon frère avait le droit, mais pas moi. Parce que c'est un garçon. Non, mais il y avait vraiment... Mon frère a eu droit, mais pas moi. Parce que les filles n'avaient pas le droit d'avoir de vélomoteur, c'était mauvais genre. On ne pouvait pas aller à Sion. Alors la phrase, j'espère qu'il n'est pas là, mon père. La phrase de mon père, c'était Sion, c'est la perdition. Donc c'était. Qu'est-ce qui rimait avec Lausanne alors? C'était encore pire. Non, après Lausanne, voilà, ça a passé, mais ça a été vraiment, c'était très très fermé. On ne pouvait faire que les sports ou la musique qu'il y avait dans le village. Moi, je rêvais d'être majorette. Bon, heureusement, je l'ai pas fait. Mais les majorettes, c'était la fanfare socialiste, interdiction. Donc j'ai dû faire les pupillettes. Enfin voilà, tout était... alors maintenant, évidemment, c'est doux, c'est drôle, mais disons que ça... C'était vraiment la tradition et rien d'autre. Voilà. Alors après, il y a des gens qui s'en accommodent. Qui s'en accommodent très bien et d'autres pas, quoi. Ouais. Et vous rêviez d'être quoi? De faire quoi? À part majorette? Vous pensiez qu'on pouvait en faire un métier, sa vie? Non, mais j'ai toujours... Alors ça, c'est vraiment pas une blague. Si on retrouvait
On avait ces cahiers où on notait ce qu'on voulait faire comme métier, enfin tous les trucs là, et surtout ma sœur, enfin voilà, après il y en a encore plus avec ma sœur qui est plus jeune que moi, et partout j'écrivais écrivain. Non, mais c'est vraiment, Dès c'est le pour ça départ, que hein. je dis que tout est possible. Et je me souviens justement, avec mon père, on s'était engueulé juste avant mes 40 ans, où il me disait, mais ta vie est faite, tu as 40 ans, maintenant il faut arrêter tes conneries, c'est impossible. Alors qu'ils m'ont soutenu jusque-là. Alors eux, par contre, moi j'ai toujours été, il faut que tu ailles, il faut que tu écrives. Ils étaient très très fiers de ça. Je me tapais tous les discours de mariage, tous ceux des enterrements et tous ceux des anniversaires. Bon, il faut déjà du talent pour le faire. Non, mais bon, voilà, c'était un truc vraiment chouette que je faisais depuis que j'étais petite. Mais par contre, à un moment donné, c'est bon, là maintenant, tu as 40 ans. Et ben non, voilà. Donc pour moi, c'est aussi, tout est possible. Et j'ai décidé, enfin, je rêve de faire du piano, mais peut-être que j'en ferai à 70 ans, c'est pas grave. Tout est possible. Vous écrivez sans musique, mais par contre, vous êtes venu, la demande rituelle qu'on fait aux auteurs qu'on reçoit ici le samedi, de venir avec un objet, une musique. Alors, on va écouter la musique avec laquelle vous êtes venu, en tout cas un extrait du morceau, puis vous nous direz pourquoi et le rôle que ça a joué dans votre vie. Okay. Voilà. Petite démo de Majorette. Inches and ages, handprints and concrete at the softest stages. I don't know why I don't try harder. I feel like throwing towels into water. Get it down to nothing. Everything that matters. Fever flashes, eyelashes, and traffic patterns. Humidity, history, chemistry, and panic. Swimsuits in the windows of electric minivans. I don't know why I don't try harder. Alors, vous nous avez amené loin du Valais. Alors, à qui devons-nous cet agréable flow? Alors, un groupe que j'adore, qui est The National, et surtout une association avec le leader de mon groupe préféré, qui est Bon Iver, et Justin Vernon, le chanteur. Et en fait, c'était pour quand vous m'avez demandé ça, c'est juste, enfin moi j'écris vraiment sans aucun bruit. Alors quand je suis lancée dans quelque chose, il peut y avoir des bruits extérieurs, mais jamais une seule note musique. Et puis j'aime bien les choses assez, mais comme le livre d'ailleurs, j'aime pas trop les choses feel good et hyper joyeuses. Bon, Gilbert Montagnier parfois pour danser, mais je plaisante. Mais j'aime les choses plutôt mélancoliques, et voilà. Donc ça. Et là, ce groupe, The National, vous les avez découverts il y a quelques années? Oui, mon mari, lui, est un fin mélomane, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, il me fait écouter des choses, et après voilà, je me les approprie, et bien sûr je dis que c'est moi qui ai découvert. Et donc là, ce morceau, on peut l'entendre souvent chez vous, dans la maison. Là, il est en boucle là, depuis le voyage, parce qu'en fait il est sorti à fin août, ou je sais plus quand, mais en fait ça fait vraiment des semaines que dans le train, et voilà, j'écoute ça entre les rencontres, quoi, dans les voyages en train, que j'en fais beaucoup. Quand je vous ai demandé de venir avec un objet, vous m'avez dit « Oh, mais pas de souci, je l'ai toujours sur moi ». Je dis « Mais bon, je me suis dit, allez, carnet, téléphone ». Pas du tout, c'est encore plus petit. Donc, vous allez vous tourner face au public et puis décrire ce que vous voulez. Non, ils verront rien, mais vous allez quand même décrire ce dont vous voulez parler. Et puis ensuite, pendant la dédicace, vous pourrez lorgner tout près. Alors, c'est une médaille un peu stylisée de la médaille miraculeuse dont je parle dans le livre. Donc, il s'agit du collier que vous portez autour du cou. Oui,
De la médaille, ouais. Et de la médaille qui est au bout. Et en fait, cette histoire, il y a beaucoup de... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Enfin, si j'arrivais à écrire un prochain sur lequel, quand même, je travaille actuellement, j'aime bien mélanger la réalité, le réel et l'imaginaire ou le romanesque. Et cette histoire de la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris, ce moment où elle est là, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'étais avec une attachée de presse qui avait la médaille miraculeuse. Et parce que nous, on en a toujours eu. On en a toujours eu dans le porte-monnaie. Mais nous, c'est-à-dire... Les Valaisans, pardon. Enfin, ma famille, pardon. Pardon, mais bien sûr. Oui. Mais en fait, enfin, en tout cas, dans ma famille, on ne connaissait pas cette histoire. Et là, elle me raconte qu'en fait, la Vierge est apparue. Mais racontez-nous, parce qu'alors nous ici, vous voyez, à Lausanne... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui... En fait, elle est à la rue du Bac et on peut... Enfin, voilà, donc du coup, elle me parle de cette chapelle. Moi, je ne savais absolument pas qu'il y avait une chapelle dédiée à la médaille miraculeuse qu'on avait toujours dans les porte-monnaies. Mais qu'est-ce qu'une médaille miraculeuse déjà? Qu'est-ce qu'on y voit comme petit motif? C'est justement cette Vierge qui est apparue à Catherine Labouré, à cet endroit-là, à la rue du Bac 140 à Paris. Et d'ailleurs, là, on est en train de construire une maison et on a mis des médailles miraculeuses dans les murs en béton. Et voilà, moi, j'ai une certaine foi. En tout cas, même si d'autres religions m'attirent et m'intéressent beaucoup, mais disons que c'est vraiment une vraie assise. J'ai demandé beaucoup de choses qui m'ont été accordées et aussi, notamment, qui me donnent cette force. Moi, je suis sûre de ne jamais être seule. C'est ce que ma grand-mère me disait. Et donc, moi, c'est cette histoire de Marie et tout ça, je leur parle tous les jours. Ouais, Marie. C'est vrai, il n'y a pas besoin d'être dans une église pour s'adresser à... Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'à la Vierge Marie. La chapelle miraculeuse est à 3 minutes de la maison d'édition et où j'ai le petit appartement. Donc, j'y vais vraiment. À chaque fois que vous êtes à Paris, maintenant, vous y allez? Ouais, franchement, presque chaque fois, il y a des messes. Je connais les horaires d'ouverture et tout. Ouais, je passe vraiment très, très souvent. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui date de l'enfance, justement? Oui, vraiment. La Vierge Marie a toujours été peut-être votre, disons, celle à qui vous adressiez plus qu'à un autre saint ou qu'à Jésus? Oui, exactement. C'était... oui, c'est vrai. Et puis après, voilà, maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Même si on pense que c'est Jeanne, voilà, là, ça me concerne. Et cette médaille-là, ce collier-là que vous portez, et qui vous l'a offert? Vous l'avez depuis longtemps? Alors moi, j'ai toujours eu des médailles miraculeuses. Il y en a plusieurs. Ça coûte rien du tout quand on va à la chapelle à la rue du Bac. C'est vraiment, moi, je les achète par pochette et j'aime bien celles qui ont du bleu. Mais c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or. Ça coûte, je sais plus, quelques euros la dizaine. Et du coup, un jour, j'en ai trouvé une très belle, faite par une créatrice, voilà. Et puis depuis, je la porte depuis quelques années. Je me la suis offerte moi-même. Et vous en offrez aussi autour de vous pour les justement... médailles miraculeuses tout le temps. Mais justement, en plus, moi, vraiment, dans ma famille, ma belle famille, vraiment, autour de nous, cette histoire miraculeuse était connue, mais personne connaissait cette histoire de chapelle. Enfin, presque personne, à part un ami, mais qui est lui-même très religieux. Et du coup, moi, j'en ai tout le temps à la maison et j'en offre hyper souvent. Il y en a même dans des petites, comme ça, une petite pochette qu'on peut... Enfin, ouais, voilà. Ouais. Et le miracle, il advient autant, finalement, que ce soit un collier à 2 euros ou à Exactement. Non, beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, là, c'est juste parce que j'en avais marre de les changer sans arrêt parce qu'elles devenaient vilaines. Ouais. Donc pour vous, la période qui s'approche, on va bientôt entrer Noël, etc., c'est très important d'un point de vue peut-être justement lien à la religion? Noël non. Pas du tout. Non. D'accord. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfant, oui, je trouve que c'est chouette avec les enfants. Après, non, mais j'ai pas... non, pas du tout. C'est vraiment une foi profonde et personnelle. Avant, le temps file et j'ai vraiment envie de donner la parole au public. Okay. Une chose sur l'écriture, avant effectivement, comme ça, laisser le temps à notre public de préparer ces questions. L'écriture, finalement, vous vouliez être écrivaine depuis toujours. Mais quand vous avez commencé à écrire, finalement, ça a été quoi comme découverte? Le pouvoir que donne l'écriture, l'aventure incroyable que c'est de commencer à écrire des histoires, de créer des personnages. Quelle découverte ça a été et quelle place ça a très vite pris dans votre vie de jeune fille, de jeune femme? Moi, j'ai toujours inventé beaucoup d'histoires dans ma tête, tout le temps, mais aussi des histoires, je sais pas, je m'inventais des choses, j'adorais
Et j'aime toujours m'endormir en inventant des trucs. Enfin, j'ai toujours j'ai un très grand imaginaire. Alors, je suis assez bavarde et très sociable et tout, mais j'aime beaucoup, beaucoup être seule. Et ouais, moi, je passais des heures. Je me souviens, on avait installé une balançoire. On avait un Mayen qui est devenu un chalet. Et je passais des heures. Et en fait, ma mère, elle en avait ras-le-bol parce que ça grinçait. Elle me dit, mais tu fais quoi pendant 3 heures? Et en fait, là, à ce moment-là, mon grand délire, un été, je faisais partie de l'équipage de Cousteau. Donc, j'avais des histoires que je m'inventais et je la nourrissais tous les jours. Vous étiez dans le sous-marin avec Ouais, il y avait des Cousteau. trucs incroyables et tout. Donc, j'ai toujours eu... après, j'ai inventé des personnages. Pour mes enfants, j'ai inventé des histoires. Il y a un personnage qui s'appelle Raboulmec. Ils savent encore qui c'est. Enfin, voilà, j'ai toujours... oui, voilà, j'ai toujours fait ça. Et après, écrire, c'est ça, je sais pas comment expliquer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai dit. C'est extraordinaire. En fait, ça nous sort, comme je dis, de Jeanne. Mais moi, c'est pas parce que ma vie n'était pas extraordinaire. C'est juste que enfin, je sais pas, je recommande à tout le monde. Là, je fais partie aussi du Goncourt des détenus, qui est une nouveauté en France, qui a été organisé, enfin, qui est organisé par le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. Donc, c'est tout un truc. Donc, j'y étais dans une ville sans charme et absolument difficile. Enfin, c'était voilà. J'étais quand je sais plus, mercredi, j'étais mercredi à Villefranche-sur-Saône. Donc, j'ai rencontré, je suis allée dans 3 prisons et maintenant je me suis inscrite parce qu'en France, il se passe beaucoup de choses autour de la culture dans les prisons et autour de l'écriture. Et j'ai demandé de faire partie d'un programme d'atelier d'écriture dans les prisons parce qu'en fait, écrire, ça permet... Prison pour hommes ou femmes? Oui, alors moi j'ai eu les deux. J'ai eu des hommes et une où il y avait des femmes qui étaient là et qui ont pu venir dans la même salle que les hommes. Et disons que voilà, la surveillance est particulière. Hein. On est vraiment très très proche des détenus et tout. Voilà, bref. Et là, j'ai demandé de faire partie parce que je pense que ça peut être une catharsis incroyable. On peut apprendre des choses sur soi, sur la vie. On peut coucher des choses sur le papier. Donc mon éditrice m'a mise dans ce circuit. Ouais. Et comment votre livre est lu par les prisonniers ou prisonnières détenus que vous avez rencontrés? Alors c'est très fort, notamment là, mercredi, il y en avait un qui était justement enfermé pour 2 ans et demi pour violence conjugale. Et, voilà, on en a parlé ouvertement. Enfin, ça a été les lycéens posent des questions beaucoup plus abruptes qu'un journaliste, mais le Goncourt des lycéens, c'est très policé, c'est 15 minutes chacun, il y a un journaliste qui mène les débats, les questions sont connues à l'avance. Ils sont très préparés. On est vraiment, en plus on est dans une arène avec les autres, enfin c'est vraiment, on finit, on est rétamé, ça je peux vous dire, mais il y a quand même justement une préparation plus ou moins dans la classe, tandis que là, les prisonniers, c'est vraiment cash. Alors moi, ça me convient très bien parce que c'est mon tempérament, mais ouais, c'est sans détour, on peut pas leur mentir, donc c'est des moments vraiment très très forts. Ouais. Alors je pense qu'effectivement votre livre est de ceux qui peuvent changer une vie et vraiment inciter à ressentir des choses qu'on n'aurait jamais pu ressentir avant, quitte à justement enfin libérer une parole. Et y a-t-il un livre qui a changé votre vie en tant que lectrice? Est-ce que vous, en tant que lectrice, il y a un livre qui a joué ce rôle de il y a un avant, il y a un après, qui a été un choc de lecture? Ouais, c'est drôle que vous me demandez ça, mais je ne vais pas du tout, parce que je me replongeais. Peut-être que c'est de là que ça vient. Parce que moi, j'ai déjà été bénévole ado. Un de mes livres préférés, c'est La route de Cormac McCarthy. C'est juste pour vous expliquer que j'aime bien ce qui est très, très sombre. Mais un livre qui a changé quelque chose, c'est que j'ai toujours trouvé qu'être né en Suisse, et là, je vous culpabilise absolument tous, d'être né en Suisse, on devait, ne serait-ce que pour cette chance et cette grâce d'être né ici, dans un pays qui n'est pas en guerre, donner de son temps. Et donc, ado, j'ai fait du bénévolat, je suis allée au Resto du Cœur, j'ai fait des trucs à Noël et j'ai toujours dit, je dois rendre ce que j'ai reçu. Et en fait, c'est un livre ado il y a 2 livres qui m'ont marqué. Il y avait alors rien du tout d'intellectuel, c'était le Gilbert, là, ce prêtre. Oui. Et il y a eu un autre livre après qui a été vraiment terrible. Je l'ai retrouvé dans les affaires de ma grand-mère quand j'étais ado. C'était sur une histoire très religieuse. En fait, c'était une secte. Mais moi, je n'avais pas compris. Je devais avoir... Parce que j'ai lu très vite des livres pour adultes, donc j'allais fouiller parce qu'ils ne me laissaient pas tout lire. Et j'ai trouvé ce livre. Enfin bref, j'avais retrouvé le nom il y a quelque temps. Et en fait, quand ma mère a vu que j'étais en train de lire ce livre, elle était complètement choquée que je le fasse.
Parce qu'en fait, ce monsieur, en fait, c'était une secte et il avait abusé de toutes les femmes de la secte en France. Mais après, le père Gilbert, enfin tout ça, entre la religion et aider les autres, c'était vraiment des choses qui m'ont marqué. Après les lectures, moi je lis, je sais pas, 2 à 3 livres par semaine depuis que je sais lire, donc il y en a beaucoup. Ouais, et qui marque. Madame, monsieur, ben, je vais circuler avec un micro pour les premières questions ou remarques. À qui est-ce que je peux commencer par tendre le micro vous avez bien compris, Sarah est prête à toutes les questions, les plus cash possibles. Voilà. Ben, en fait, ce que je vais peut-être essayer. Non, je me dis, je n'arriverai jamais à vous amener le micro. Donc, vous essayez sans micro, monsieur? Monsieur, oui. Je veux bien essayer ce micro si on l'entend comme ça. Oui. D'abord, dire que je suis très ému de ce que vous avez partagé ce matin, mais je ne suis pas aussi ému ce matin que quand j'ai lu votre ouvrage, votre œuvre, j'ai envie de dire. J'ai été ému par le thème, bien sûr, mais surtout par la plume que vous avez prise pour écrire. Vous avez évoqué Ramu tout à l'heure en disant le pauvre, il est comme moi. J'ai eu envie de relire les textes de Ramu après la lecture de sa préférée. Du coup, je ne sais pas quelle est ma préférée, mais je vais juste. C'est pas vraiment une question. Mais est-ce que vous avez ressenti quelque chose de ces grands auteurs? Merci. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de ces grands auteurs, que ce soit Chapa, que ce soit Ramu, que ce soit d'autres dont on dit oui, c'est la littérature romande des années de la première partie du XXe siècle ou de la deuxième avec Chessé, par exemple. Vous vous êtes ressenti. Bon, moi j'ai un peu de peine avec Chessé, mais je pense qu'il faut que je relise parce que j'ai lu, j'étais assez jeune. Mais merci, hein, monsieur, pour tout ce que vous dites. Merci beaucoup. En fait, on est la somme, je pense, de tout ce qu'on a lu. Mais je vous remercie aussi de relever cette histoire d'écriture parce que je pense, je ne sais pas hein, si c'est vrai, mais je pense que dans les années 70, où, le début du roman, en Valais, on n'avait probablement pas le même vocabulaire qu'aujourd'hui, beaucoup moins étendu aussi. On n'avait pas accès à tous les journaux du monde entier, etc. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps en fait à le retravailler, bon, surtout au niveau des adjectifs parce que voilà, j'ai un toc avec les adjectifs et un peu avec les verbes pour que ça colle au moment. Alors je vois encore des erreurs quand j'ai dû le relire plusieurs fois, donc je vois qu'il y a des choses qui sont peut-être pas vraiment des années 70, mais j'essaie pas que la langue ne soit pas belle, mais pour moi la littérature en fait, le langage doit être en cohérence avec l'histoire, avec le lieu. Et puis ça a été vraiment... ça m'a pris beaucoup de temps. Donc merci de l'avoir relevé. Voilà, quoi. Qui d'autre? Vous pourriez nous raconter votre rencontre avec... Avec Sabine, oui, parce que c'est vrai que c'est une histoire dans l'histoire, un truc assez fou. Donc, j'ai eu cette mésaventure à Paris. Après, j'en ai envoyé à quelques-uns qui n'ouvrent même pas chez la thèse, par exemple. Clairement, hein, je l'ai vérifié en téléphonant. Si vous n'avez pas 100 pages de votre manuscrit, la secrétaire ne le passe même pas à un éditeur. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment... Ou, par exemple, j'ai eu une super belle maison, le Tripode, qui m'a appelé en disant votre texte, parce que votre texte va trouver quelqu'un, c'est sûr, mais moi, je ne peux pas le défendre. Parce qu'il faut aussi que ce soit une rencontre avec une personne. Bref, j'étais totalement désespérée, j'ai tout brûlé, j'ai dilaté les figuiers et vidé la corbeille. Et puis en janvier, je me suis dit, bon, ça suffit avec cette histoire, tu deviens aigri, donc commence un autre. Donc ça, c'était fin janvier. Le 6 février, je suis allée interviewer Robert Zetaler, que je recommande vraiment de lire, notamment Une vie entière, qui est vraiment, enfin, nous les Valais, il est autrichien, donc enfin, vraiment, qui a beaucoup enfin, qu'on peut vraiment comprendre, nous les Suisses. Et donc, je vais l'interviewer, il est traduit chez Sabine Vespizer. Et on passe un moment assez fort, parce que je ne suis pas parisienne, justement, et le fait que je sois suissesse, il y a une connivence comme ça, et comme j'aime beaucoup son œuvre, j'avais vraiment à cœur
de bien la préparer. Et puis Sabine, que je ne connaissais pas, donc je connaissais sa réputation. Des amis m'avaient dit d'envoyer, mais moi je me dis, écoute, 10 livres par an, oublie quoi. Jamais, c'est pas assez littéraire, c'est pas assez bien pour elle, parce qu'elle a vraiment une réputation impeccable. Hein. Et donc nous sommes allés manger. Sabine nous a invités, et puis pendant que Sabine et moi parlions, Robert Zetaler me dit du schreibst. Et enfin, il me pose la question, presque une affirmation, et je lui dis, ben oui, je suis journaliste, et il me dit, non, mais toi, t'écris. Et là, je lui dis, je me suis retrouvée embêtée parce que j'étais pour le travail, donc pas du tout pour parler de ma vie. Et là, je dis, oui, en effet, voilà. Comment vous dire, j'ai un manuscrit sur la table de mon bureau, et Sabine me dit, alors, écoute, envoie-le-moi. C'est sans promesse, mais je te ferai un vrai retour. Et j'ai senti que c'était une personne... elle n'est pas parisienne non plus, elle est alsacienne, donc on a tout de suite eu une connivence, vraiment tout de suite, quoi. Et puis, le 8, je suis rentrée, j'ai envoyé tout de suite sans le recorriger, parce que je passais mon temps à recorriger. Je lui ai envoyé le texte. Une semaine après, elle m'a appelé, donc mon mari était là. Heureusement qu'il était là, d'ailleurs, c'était le confinement, et elle m'appelle, et j'ai pensé que c'était râpé, quoi, à sa voix, et elle me dit, me ferais-tu l'honneur de signer chez moi, quoi. Et donc, moins d'un mois plus tard, j'allais chez elle, on a signé le contrat, on a corrigé très vite, parce que j'ai l'habitude de corriger des textes des autres, et ça, c'était début mars, et le 21 mars, tout le livre était corrigé, et il est parti à l'impression, droit après. Donc, voilà, c'était vraiment une rencontre incroyable, quoi. Et elle a décidé de le publier à la rentrée, alors qu'elle publiait Gabriel Byrne, enfin les mémoires de Gabriel Byrne, mais qui sont vraiment comme un roman. C'est un très très beau livre. Et Ketevan Davrichevi, qui est une auteure qui est à son catalogue depuis longtemps, et elle m'a mise. Alors maintenant, je ne sais pas si j'avais un autre livre, si je veux être à nouveau dans la rentrée de septembre, parce que c'est assez éprouvant. Mais voilà. Donc c'était ça. J'arrive. Merci beaucoup. Parmi votre imagination débordante, vos expériences extrêmement importantes dans votre vie, vos fonctions comme rédactrice en chef dans le magasin Payot de Aimer lire. Alors, j'aimerais, si vous pouvez nous dire quelle satisfaction la plus importante vous avez eue en vous investir dans le bénévolat? Parce que c'est un sujet extrêmement délicat, riche et qui vous donne une force inimaginable pour pouvoir surmonter les obstacles dans la vie. Je me permets de vous poser cette question parce que j'ai fait 25 ans de bénévolat à une dame qui est morte à 104 ans. Alors, pour moi, personnellement, c'était le plus beau cadeau que la nature, que Dieu, que la Suisse m'a accordé. Je suis une étrangère. Parce que le fait de vous investir 25 ans à une personne qui meurt à 104 ans, qui disait que même plus que son mari, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu. J'aimerais savoir si vous pouvez me dire, si je me permets de vous poser cette question, qu'est-ce que vous avez senti quand quelqu'un vient vers vous et vous avez réussi à résoudre le problème qui était d'une tristesse et d'une douleur extrême, une personne qui est déjà tombée par terre. Si vous pouvez me dire, merci. Alors, si vous voulez, je vais vous répondre de deux manières. Quand on est en tournée pour un livre, on doit avoir on a un certain discours assez vite. Toujours, c'est souvent les mêmes phrases, etc. Parce que en fait, on n'a pas 1000 manières de raconter un ouvrage qu'on a écrit. Et cette histoire de bénévolat, de femmes battues est arrivée assez vite. Mais en fait, maintenant, je le regrette un peu parce qu'en fait, on comprend que je l'ai fait après. Et puis, je peux expliquer que quand j'ai rencontré ces femmes, je me rendais compte que j'avais réussi peut-être à faire ressentir un peu cette peur et ce qu'elles pouvaient elles-mêmes ressentir. Mais pour moi, le bénévolat doit être un truc assez discret. Parce qu'on ne le fait pas pour les autres. Donc là, maintenant, je pense que je vais gentiment arrêter de le dire parce qu'on le fait pour soi. On ne le fait pas pour soi, juste. Enfin, oui, on le fait pour soi, on le fait pour les autres, mais surtout pas pour dire que c'est extraordinaire ce qu'on fait. Et après, ce que ça amène, je ne sais pas ce que ça amène.
moi, c'est vraiment pour rendre grâce à ce que je suis, ce que je suis, c'est-à-dire d'être née ici, dans cette famille, etc. Je ne sais pas à expliquer plus. Je fais pas ça pour me nourrir de quelque chose. Parfois, c'est difficile quand on sort et qu'on a amené une femme battue à l'hôpital et qui a été brûlée, comme ça a été le cas au mois de juillet. Voilà, c'est compliqué. Merci. Qui d'autre Oui. Merci, madame, pour ce livre. Il m'a bouleversé. Et il nous renvoie à la violence domestique. Et vous avez, madame, a évoqué que peut-être ça allait ternir un peu l'image du Valais. Peut-être, mais je ne pense pas. Parce que ça a existé partout. Je suis né dans le bled algérien, près d'un petit village où nous nous connaissions tous. Et il était notoire dans ce village que le papa d'une famille nombreuse terrorisait ses enfants, aussi bien les garçons que les filles, son épouse. Et j'étais petit, mais on m'avait même dit que souvent, il battait sa femme. Donc cette violence domestique, elle a existé partout. Elle existe encore aujourd'hui, pas seulement dans le village, mais même à Lausanne. Si ce n'était pas le cas, le centre de Malais-Prairies et le centre de l'Alle n'existeraient pas. Et quand on apprend dans quelle couche de la société ça se passe, on est abasourdi. C'est un mal qui existe toujours et qui est de plus en plus caché. Avant, ça se savait et on n'en parlait pas. Tandis que maintenant, on ne le sait pas, mais ça existe toujours. Et c'est un mal de notre société actuelle. C'est regrettable. Merci pour votre livre. Merci. Bon, mais juste pour relever, Malais-Prairies fait un super travail parce qu'eux incluent les hommes. Et c'est peut-être ce qu'il va falloir faire. Il y a des lieux maintenant où justement les hommes violents viennent et peuvent en parler. Peut-être que pour guérir le mal, il y a aussi ça qui doit être mis en place. Merci, monsieur. Oui, je peux rester assise. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste vous dire que oui, votre livre m'a beaucoup plu. Jusqu'à la fin, je ne pensais pas du tout que ça allait finir comme ça. Tout le monde ne comprend pas la fin de la même manière. Oui. Ça, et même dans ma famille, on était plusieurs à avoir un avis différent. Hein. Et ce que je voulais vous demander, moi, c'est après que ça m'est venu tout d'un coup, la toute première page, la dédicace, où elle dit... Les anges avaient déserté. Oui, c'est très beau. Voilà, et tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça que je vais vous demander, en fait. Mais vous voulez dire par rapport à la religion? Non. Alors oui, vous avez marqué? Oui, je sais bien ce que... Voilà, oui, je sais bien ce que... Non. Ah oui, alors oui, pardon. Alors, qui n'a trouvé de ciel ici-bas n'en trouvera pas là-haut. Où que nous allions, les anges ont loué la maison voisine. Ça, j'ai toujours pensé. Hein. Ça me touche parce que je dis souvent ça. Mais pourquoi qui n'a trouvé de ciel ici-bas ne trouvera pas là-haut? Voilà. Je ne peux pas prendre la parole pour Jane Austen, que vous comprenez bien, elle est une grande écrivaine, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et je pense qu'il y a effectivement des lieux où, moi, je ne crois pas que c'est Dieu qui va créer le mal dans des familles, mais effectivement, il y a des familles, des lignées même où on se demande pourquoi il y a autant de misère. Et effectivement, je pense qu'il y a des anges qui ne sont pas dans certaines maisons. Alors ça, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Voilà quoi. Hop là. Oui, hop, j'arrive. Vous ne pensez pas que la violence finira
quand on comprendra le vrai sens du mot amour dans tous ses aspects et aussi depuis l'enfance. Parce que dans l'enfance, personne ne nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est tiède, tu peux t'aventurer et ainsi faire que quand on grandit, ben, si on se marie, c'est parce qu'on a rencontré pas celle du moment, mais celle avec qui on doit faire quelque chose. Mais des fois, des histoires partent vers quelque chose de mal pour en faire des enfants de bien. Mais pour tout trouver, qu'est-ce qui est bien et arrêter toutes les violences, il faut creuser le sujet très vaste de l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que simplement dire qu'il suffit de l'amour. Je ne pense pas qu'il y a aussi une éducation avec des enfants qui reproduisent. Et puis, je pense qu'il faut de la dénonciation, oui. Par exemple, les professeurs, ça fait pas si longtemps, hein, les gens qui sont en contact avec des enfants qui ont l'obligation de dénoncer. Les femmes battues aujourd'hui, depuis 2017, je crois, en Suisse, si elles portent plainte, bon, déjà, il faut qu'elles portent plainte, mais si elles portent plainte et qu'elles retirent la plainte, ce qui est le cas quasiment à chaque fois, c'est poursuivi d'office par le ministère. Donc, il faut vraiment une implication politique, sociétale, pour qu'on essaye un tout petit peu d'éradiquer ça. Mais je ne crois pas qu'il suffit qu'on connaisse l'amour, quoi. En plus, ça veut dire quoi? Et je pense qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes et qui, c'est horrible ce que je vais dire, mais qui pensent l'aimer, quoi. Donc, c'est quoi l'amour? Voilà. Les gens, depuis petits, pas qui doivent être formatés, mais simplement, ils connaissent qu'est-ce que ça veut dire aimer. Moi, j'ai mis au moins 5 ans, 6 ans. Et je n'ai 67. Ouais. Oh, mais je veux pas, je crois que c'est vrai que c'est important d'en parler, et le fait que vous preniez ce sujet à bras le corps avec poésie aussi. Oui, à bras le corps, à bras l'âme et l'esprit. Je n'ai pas la beauté de vos mots ni votre rythme, mais ouais, ça passe aussi par là. Moi, je trouve que c'est vraiment important. J'ai envie de dire plein de choses, mais peut-être que je vais vous écrire plus tôt parce que c'est... Oui, c'est pour ça que je suis un petit peu surprise que des Valaisans aient pu vous dire c'est une mauvaise image du Valais, quoi. Enfin, voilà, c'est... Ah oui, non, je le pense pas, mais on me l'a Oui, non, effectivement je sais dit. que vous On le pensez a pas, organisé oui, des oui. clubs de lecture dans différentes régions du Suisse-romande et en Valais, on m'a dit, mais encore une histoire négative sur le Valais. Monsieur? Vous avez parlé de la religion, votre enfance avec une religion très contraignante, et vous nous parlez maintenant également que vous avez la foi, on dit, enfin. Alors, on pourrait dire que ces contraintes d'enfance n'ont pas éteint ou enlevé votre espoir de religion, hein. Non, pas du tout. Les contraintes, c'était surtout compliqué à l'adolescence. Après, je trouve que ça donnait quand même une... Enfin, ça donnait quand même une espèce de couleur à son éducation. Mais maintenant, il y a d'autres problèmes puisqu'on découvre toute la pédophilie des prêtres. Enfin, voilà, si vous voulez, après, il y a Dieu, la religion. Donc moi, effectivement, les hommes qui font la religion, vous pouvez bien comprendre que je ne suis pas d'accord avec tout le monde. D'autant qu'à Bramois, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, il s'appelle Falcioni, très beau, qui n'est pas sorti de la Suisse romande, où vraiment 2 années d'école à Bramois, je crois que c'était ceux de 65 et 66, mais pas tous, ils étaient une quinzaine à être violés régulièrement par le prêtre du village qui a juste été déplacé. Donc après, moi, les hommes qui font la religion, voilà, après, moi, la foi que j'ai en Dieu, effectivement, mais si j'étais en Inde, je serais probablement... hindouiste, et si j'étais née au Tibet, voilà, je serais bouddhiste, j'en sais rien. J'ai envie d'accepter les valeurs de là d'où je suis née. J'ai cherché d'autres religions, ça je dois quand même le dire. J'ai été 7 ans évangéliste, ce qui est quand même là encore plus radical. Enfin voilà, ici à Lausanne, parce que justement je trouvais pas d'église catholique et les offices protestants, les protestantes me convenaient pas.
Donc du coup, voilà, j'ai essayé autre chose, mais voilà, c'est une foi inextinguible pour moi. Enfin, c'est vraiment comme ça. Merci. Oui, bonjour. J'ai beaucoup aimé le fait que vous parliez pas du tout de l'enfance du père de Jeanne. Et ma question, c'est si vous deviez peindre le portrait de ses parents, ça aurait été quel genre de personne? Alors, je vais vous raconter une autre histoire. J'ai été interviewée, j'ai fait une interview à Tours, je ne sais plus, lundi. Et on m'avait prévenu à la maison d'édition, et ça a un rapport avec votre question, je sais, ça paraît bizarre. J'avais été prévenue par le libraire qui me véhiculait et par ma maison d'édition quand on appelait cette journaliste là, qui est très gentille, mais on l'appelle le colonel. Soit tu te bats pour réussir à répondre aux questions, parce qu'elle fait les questions et les réponses, elle est très autoritaire. Bon. Alors, c'est soit, ils l'appelaient tous le colonel. Alors, le libraire me dit bien, écoute, soit tu as envie de te battre, ou soit si tu es fatigué et tout, tu la laisses parler, tout ça. Bon, moi, je rentre, et tout de suite, cette femme plus âgée que moi, je sais pas, je l'ai trouvée sympathique. Et on commence à parler, enfin, elle commence à me questionner, donc c'était les conditions du direct. Et elle parle, au bout de 2 questions, de la sœur du père. Et là, je me dis, c'est la première fois, alors que je suis en rencontre 5 à 6 fois par semaine, que quelqu'un me parle de la sœur du père. Et là, je me dis, en fait, voilà, il y a quelque chose. Soit elle a été battue, enfant, soit elle connaît, quoi. Et l'interview se passe hyper bien. Elle a été très fine. Elle a eu une phrase que je réutilise, que j'ai réutilisée depuis. Elle dit, la violence, il n'y a jamais de raison à la violence, il n'y a que des prétextes. Et en fait, quand on a fini l'interview, elle m'a dit, ben voilà, j'ai été une femme battue, mais contrairement à la mère de Claire, voilà, j'ai réussi à partir au bout de 10 ans. Et cette scène avec la sœur, hein, en fait, elle dit, je l'ai vécue, mais exactement cette scène. En fait, toute la famille savait que le fils, le frère, était violent. Donc, effectivement, pour moi, c'est très, très clair que le père a eu une... Je connais même des détails, enfin, je les invente, comme chacun peut les inventer de sa vie, mais je n'ai pas voulu donner d'excuses à sa violence, je n'ai pas voulu déplacer la lumière sur lui. Après, il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie, la scène de l'hôpital, parce qu'il est vieux, tout ça, ben moi, j'ai pas voulu le faire comme ça, mais c'est peut-être un sujet qui va m'intéresser, parce que justement, pourquoi il l'est, pourquoi ça existe, comme demandait monsieur. Voilà. Donc effectivement, c'est un enfant qui a été violenté, oui. Mais bon, après, chacun imagine ce qu'il veut, quoi. Ouais. On va prendre encore une. Il y avait la. Voilà quoi. En écrivant ce livre, est-ce que vous avez pensé aux personnes qui avaient vécu peut-être ces moments un peu... Si vous voulez, comme ça fait tellement d'années que j'ai ce sujet, j'ai pas forcément pensé aux gens. Voilà, je me suis imprégnée de l'histoire, et je voyais plutôt comme des images qui se déroulaient. Après, effectivement, il y a une grande inspiration de ma grand-mère qui représentait ces femmes de l'époque, et notamment cette histoire de votation qui a été vraiment pour moi une grande colère quand j'étais gamine. J'ai jamais décoléré, et je trouvais le rédacteur en chef du Nouvelliste de l'époque, vraiment, même à 8 ans, il me cassait les nouilles. Enfin voilà, c'était vraiment le PDC à fond, on vous dit ce qu'il fallait voter. Donc et toute cette histoire de nager, de tout ça, effectivement, il y a plein d'hommages par rapport à ma grand-mère, mais non, j'ai pas pensé à des personnes précises. On va passer à la partie dédicace, parce que comme vous le voyez, la partie dédicace va être longue, mais ce qui est notre chance aujourd'hui, c'est que Sarah n'est pas pressée et qu'elle reste donc avec nous et avec vous pour toutes sortes de poursuite de discussions dont vous auriez envie. Moi, je remercie toujours le Lausanne Palace pour son accueil, et puis pour l'apéritif qui nous attend
dans la rotonde, juste après la porte d'entrée. Et je remercie aussi Payot Lausanne et son responsable Pablo Tuller pour assurer la partie librairie. Donc la table librairie est sur la gauche en sortant et Sarah va se mettre sur la table, sur votre droite, juste avant la sortie pour la dédicace. Madame, monsieur, merci beaucoup pour votre route hyper attentive. Et puis Sarah Jolien-Fardel, merci du fond du cœur et encore félicitations pour sa préférée. Merci beaucoup. Merci. 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 Non, je tenais simplement à vous remercier et en fait, voilà, je sais que je donne l'impression d'être assez sûre de moi. Effectivement, je ne suis pas timide, mais c'est toujours, enfin voilà, j'ai l'habitude de parler en public, mais c'est toujours super émouvant. Enfin, je m'en reviens toujours pas, quoi. Bon, merci d'autant plus. Oui, alors, l'idée, c'est que tu mettes